On est toujours ensemble sur Médian TV. Tout de suite, place à l'invité de la rédaction avec Omar Baldé qui vient de me rejoindre sur ce plateau. Bonjour Omar. Bonjour Pape Cher. Alors avec votre invité, vous allez nous parler encore des États-Unis et de Joe Biden qui annonce les couleurs de son mandat. Il veut faire du tout sauf Trump, c'est ça? En tout cas, il en annonce les couleurs. On va voir ça avec notre invité. Et c'est dans l'invité de la rédaction et c'est parti. Bonjour et bienvenue sur Médian TV. Donald Trump n'a pas encore reconnu sa défaite, mais au moins il a ouvert la voie à la transition. Le 20 janvier prochain, Joe Biden devrait donc prêter serment et entamer son mandat avec son équipe. Une administration qui se met en place, ses principales figures ont été présentées hier. On retrouve des visages connus comme John Kerry, l'ancien secrétaire d'État aux Affaires étrangères, mais aussi de nouveaux noms auxquels il faudra désormais apprendre à s'habituer, à l'instar d'Anthony Blinken, futur chef de la diplomatie. Et Biden a déjà donné le ton. Son équipe, je cite, reflète le fait que l'Amérique est de retour, prête à guider le monde. Comment les États-Unis s'apprêtent donc à gouverner le monde, mais surtout, quelle relation avec le Maroc? Essayons d'en avoir un aperçu avec notre invité. Il s'appelle Mohsin El Ahmadi, il est professeur de sciences politiques à l'université Al-Qadi Iyad de Marrakech. Bonjour, professeur. Oui, bonjour. Alors, tout d'abord, parlons des relations entre le Maroc et les États-Unis. Quelle perspective donc pour le partenariat stratégique entre le Maroc et la première puissance mondiale? Un partenariat stratégique qui date de plusieurs années désormais. Oui, d'abord merci pour l'invitation et deuxièmement pour répondre à votre question, les rapports entre le Maroc et les États-Unis sont des rapports très lointains, ils ont une profondeur historique. Rappelons une fois de plus que le Maroc est le premier État au monde à avoir reconnu l'indépendance des États-Unis, alors qu'ils étaient en conflit encore avec la puissance occupante de l'époque, l'Angleterre. Alors, les relations sont et resteront toujours excellentes. Je dis même excellentes, très excellentes, pour la simple raison, c'est que il y a des liens stratégiques entre le Royaume et les États-Unis. Alors, à tout point de vue, bien entendu, le Maroc est l'allié du monde libre contre l'Union soviétique pendant la guerre froide. Il a été aussi un allié stratégique des États-Unis et de la France contre la guerre à l'Allemagne nazie. Et depuis les années 70, le Maroc est l'un des alliés, des piliers même, je dirais, de la stratégie militaire et diplomatique dans la région. Alors, les rapports sont imperturbables, bien que parfois il peut y avoir un changement au niveau de l'administration, il peut y avoir une réorientation ou des réajustements des différents rapports, mais la profondeur historique et l'importance stratégique, notamment dans le combat contre le terrorisme, sont, à mon avis, importantes pour les deux pays. Alors maintenant, le changement des caps aux États-Unis qui vient d'avoir lieu, c'est un changement qui est, à mon avis, si on le voit du point de vue des intérêts nationaux, des intérêts stratégiques du Royaume du Maroc, ce sont à mon avis, des changements qui ne changeront pas profondément les choses. Il va y avoir, comme je viens de le dire, un réajustement par rapport aux différentes stratégies des équipes gouvernantes à la Maison-Blanche. Bien entendu, l'époque de Trump, oui, il était disons, sécurisant du point de vue de l'affaire du Sahara marocain, bien qu'il y avait d'autres pressions pour la reconnaissance de l'État d'Israël et justement ce chantage avec le Maroc, voulant que, si vous voulez qu'on vous donne un soutien ou un coup de main au niveau de la question nationale, et il va falloir reconnaître Israël ou au moins avoir des relations normalisées avec l'État hébreu. Donc, il me semble que le changement, ce sera bénéfique pour le Maroc, vu qu'il n'y aura plus de pression sur la politique étrangère marocaine, lui demandant de s'aligner sur la politique étrangère américaine. Alors, un changement bénéfique sur le plan stratégique, mais qu'en sera-t-il sur le plan économique et commercial, sachant que le Maroc et les États-Unis
entretiennent un accord de libre-échange qui date désormais de plus d'une décennie. Sur le plan économique, sachant que Trump avait misé sur le protectionnisme, Biden peut-être sera un peu plus ouvert aux échanges. Quels bénéfices s'attendre pour le Maroc en termes d'échanges commerciaux? Alors, le Maroc peut tirer grand profit dans les échanges commerciaux avec les États-Unis pour plusieurs raisons. C'est que d'abord, les États-Unis soutiennent le Maroc. Ils soutiennent le Maroc dans le développement économique. Pas mal d'aide au développement. Il y a pas mal d'aide pour stabiliser la situation politique en Afrique du Nord. Et cela, il me semble très important. Mais l'appui le plus important, c'est les échanges entre les États-Unis qui sont, disons, encadrés par le FTA, le Free Trade Agreement, qui me semble ne sont pas favorables pour le Maroc. Mais si dans la perspective du développement économique lancé par Sa Majesté le Roi Mohamed VI, les choses se développent de manière, disons, constante et stable, le Maroc peut avoir des dossiers sur lesquels il peut négocier avec les États-Unis, plus avec l'administration Biden qu'avec l'ancienne administration Trump, qui était en faveur plutôt de America First, les États-Unis en premier. Ça veut dire que les intérêts américains doivent primer dans les rapports aux autres pays. Et le Maroc en a souffert pour quelques moments, notamment du point de vue de sa présence en Afrique subsaharienne et en Afrique en général, vu que le Maroc devient une puissance économique régionale non négligeable. Alors, on sait également aussi que le Maroc est l'un des piliers et l'un des alliés des États-Unis dans la lutte contre le terrorisme, notamment sur la région saharo-sahélienne. Alors, à quelle coopération désormais faudrait-il s'attendre en matière de lutte antiterroriste? Alors, pour la lutte contre le terrorisme, c'est une relation, ou plutôt des rapports qui sont extrêmement importants pour les États-Unis. Les États-Unis ont besoin du Maroc. Ils ont besoin du Maroc au niveau de la région, mais aussi dans le monde, parce que le Maroc possède, disons, un bon réseau de renseignements stratégiques dans le monde entier. Nous savons combien le Maroc aide à la fois les États-Unis dans leur combat contre le terrorisme dans le Sahel ou même au Moyen-Orient, mais aussi il aide l'Europe et pour contrôler les groupes ou les cellules terroristes qui agissent par-ci et par-là. Alors, en ce sens-là, c'est le Maroc qui est bénéfique pour les États-Unis et qui le sera toujours, vu que le Maroc dispose d'une très bonne infrastructure de renseignement et aussi d'intervention rapide. Et en ce sens-là, je peux évoquer les différents accords avec le Pentagone pour entraîner les forces africaines de certains pays amis dans leur combat et justement pour leur porter un coup de main dans le combat contre le terrorisme qui sévit partout en Afrique. Alors, en parlant toujours de terrorisme, le combat contre Daesh est un défi commun relevé depuis longtemps, donc par Rabat et Washington, notamment en direction de la jeunesse. Aujourd'hui, selon vous, que faudrait-il comme programme, comme axe de coopération pour mieux protéger cette jeunesse-là contre ces idéaux? Alors, c'est une excellente question, parce que le combat contre le terrorisme, contre Daesh, n'est pas un combat uniquement militaire, n'est pas un combat uniquement politique, mais c'est un combat d'abord idéologique sur le domaine des valeurs et montrer à la jeunesse qu'il y a d'autres valeurs de tolérance, de paix et d'échange et d'ouverture sur le monde qui peuvent être, disons, qui peuvent aider la jeunesse elle-même à se réaliser en tant qu'acteur de son destin. De l'autre côté, bien entendu, j'insisterai allègrement sur la dimension économique du développement social pour intégrer la jeunesse, l'intégrer d'un point de vue économique, du point de vue de formation professionnelle, d'un point de vue d'enseignement et d'un point de vue surtout d'intégration dans le marché de l'emploi. Et il y a plusieurs programmes qui vont dans ce sens. Les États-Unis aident énormément les pays d'Afrique et du Moyen-Orient pour développer
des économies fiables, des économies inclusives de la jeunesse. La jeunesse a besoin d'être intégrée dans le marché du travail, d'être intégrée par l'emploi et donc le revenu, et qu'il puisse y avoir une justice sociale inclusive de la jeunesse. Et la jeunesse, à mon avis, si elle est éloignée de l'influence des groupes terroristes et de leur idéologie destructive, à mon avis, ce sera le meilleur moyen pour répondre au terrorisme, mais en même temps, il faut rester vigilant du point de vue militaire, du point de vue sécuritaire, pour réprimer toute déviation par rapport aux normes et aux lois qui sont en vigueur dans le pays. De la lutte contre le terrorisme, parlons à présent donc de la coopération militaire. Aujourd'hui, où est-ce qu'on en est, mais surtout vers où va se diriger cette coopération, sachant que le Maroc mène annuellement des exercices, disons, militaires avec les États-Unis et pas mal d'autres pays, notamment les exercices d'African Lion qui se tiennent régulièrement ici au Maroc. Vers où est-ce qu'on va se diriger? D'autant plus que le secrétaire d'État américain de la Défense était là, le secrétaire sortant, je parle de Mark Esper. Vers où va-t-on se diriger sur le plan militaire? Alors, sur le plan militaire, vous savez très bien que les États-Unis développent leur stratégie de lutte contre le terrorisme et leur stratégie militaire généralement de façon constante, de façon continue. Ils ne restent pas, disons, cloîtrés dans une stratégie qui pourrait leur porter préjudice, notamment pour leurs intérêts économiques, c'est-à-dire le pétrole, le gaz et aussi l'accès aux ressources, aux différentes ressources au niveau mondial. Alors, si on prend en considération le changement qui a eu lieu pendant l'administration Trump, Trump n'était pas favorable au tout militaire ou, disons, à une stratégie militaire offensive. Rappelons qu'il a essayé, qu'il essaie toujours, de rapatrier les troupes basées en Afghanistan, basées en Irak. Il veut aussi diminuer la présence militaire américaine en Europe et surtout faire payer les pays du Golfe de leur aide, de l'aide des États-Unis et de l'aide des soldats américains du point de vue financier. Alors, il a réussi à bousculer les pays à subvenir à leur propre sécurité nationale, moyennant justement une aide américaine, et cela a porté préjudice à la présence américaine dans le monde, et notamment en Afrique et au Moyen-Orient. Et rappelons-le, les discussions et même les divergences qu'il y a eu avec le Pentagone était en désaccord avec l'administration Trump, avec la Maison-Blanche, vu que cela ne se faisait pas en concertation avec les responsables militaires, ou du moins, les responsables militaires sont entendus mais jamais écoutés sur ce volet. Du point de vue changement pour le Maroc, alors maintenant, avec l'arrivée de l'administration Biden qui devrait se confirmer d'ici le 20 janvier prochain, il va y avoir, à mon avis, un retour à l'ancienne école de stratégie militaire américaine. Ça veut dire laisser le Pentagone gérer la situation d'un point de vue militaire, mais bien entendu avec une couverture politique, avec, disons, un cadrage politique. Rappelons que aux États-Unis, le pouvoir politique prime le pouvoir militaire, et celui-ci, il doit suivre les indications et les orientations de l'administration qui se trouve à la Maison-Blanche. Alors, cette stratégie, me semble, va revenir en arrière, aux old good days, comme disent les Américains, les bons vieux jours, c'est-à-dire donner plus de voix au Pentagone pour gérer les nouvelles stratégies qui pourraient se faire dorénavant, mais rappelons-le, le dossier restera entre les mains des militaires et que la nouvelle stratégie serait de plus en plus scrutée par les responsables politiques. Du Maroc, on met le cap sur le Proche-Orient. Là aussi, de nombreux changements peut-être sont attendus, notamment sur la question palestinienne. Avec tout ce que Trump a accompli, pensez-vous qu'un retour en arrière est possible pour Joe Biden et son administration, notamment sur le statut de Jérusalem et autres, Al-Quds? Alors, ça me semblerait difficile de revenir sur les décisions de Trump, vu que ce sont des décisions souveraines.
Et on sait très pertinemment que les États-Unis fonctionnent de manière institutionnelle, les institutions fonctionnent. Alors, par contre, ce qu'il pourrait y avoir, et je dis ce qu'il pourrait y avoir, parce que les Palestiniens vont avoir de l'écoute au sein de l'administration américaine, au sein du parti démocrate, notamment ce qu'on appelle l'aile radicale, celle de Bernie Sanders et de la nébuleuse politique et idéologique autour de Bernie Sanders. Les radicaux démocrates vont essayer de rééquilibrer et de réajuster les rapports entre les États-Unis et l'autorité palestinienne. L'autorité palestinienne qui va avoir plus de facilité d'accès à la Maison-Blanche et aux conseillers de l'administration américaine. Il va y avoir une pression sur l'État d'Israël, quel que soit le gouvernement qui va prendre le pouvoir en Israël, que ce soit la droite israélienne ou la gauche israélienne, il va y avoir une pression sur l'État d'Israël pour revenir à, disons, aux fondamentaux de la politique américaine vis-à-vis du Proche-Orient et notamment de la question palestinienne. Les Palestiniens vont être aidés en ce sens. Oui, alors par rapport à Jérusalem et par rapport à la bande de Gaza, il me semble qu'il va y avoir une pression qui va se faire sur Israël et une ouverture qui va se faire sur les Palestiniens, parce que les Palestiniens en ont énormément souffert pendant l'administration de Trump. Maintenant, est-ce que les démocrates et Biden va revenir sur son alliance stratégique avec Israël et, disons, en portant main forte aux Palestiniens? Je dis wait and see. On va attendre pour voir dans quel sens la politique américaine vis-à-vis de la question palestinienne et la question d'Al-Quds va évoluer. Assez rapidement, hein, comme vous le disiez, wait and see de ce qui lancera des relations avec les Palestiniens. On sait que l'une des dernières mesures d'Obama à la Maison-Blanche, c'était d'avoir signé un chèque de 500 millions de dollars en faveur des Palestiniens. Trump a coupé les aides aux Palestiniens, notamment à la bande de Gaza et aux agences onusiennes. Peut-être que l'administration Biden serait un peu plus généreuse avec les Palestiniens. Oui, cela va se faire. Les démocrates ont énormément critiqué les républicains d'avoir voté certaines lois contraignantes à l'égard ou restrictives à l'égard d'aides fournies aux Palestiniens. Les Américains, ils ont un côté, je peux dire, dans le cadre de leur politique étrangère, un côté humaniste. Ils savent très bien que les restrictions faites aux Palestiniens ont beaucoup endommagé les rapports entre la Palestine et les États-Unis. Bien entendu, Biden va faire énormément d'efforts au niveau financier pour soutenir les Palestiniens et leur porter aide, notamment pour ceux qui souffrent dans les camps, dans les camps palestiniens. Mohsin El Ahmadi, vous êtes professeur en sciences politiques à l'université d'Al-Qadi Iyad de Marrakech. Merci d'avoir accepté notre invitation et de nous avoir éclairé sur ce qui est attendu de la politique étrangère de l'administration Biden, notamment envers le Maroc et le monde arabe. Je rappelle donc que vous êtes professeur à l'université d'Al-Qadi Iyad. Merci d'avoir accepté notre invitation. Chers téléspectateurs, merci à vous aussi de nous avoir suivis et bonne suite de programme sur Médian TV.